Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mégaphone, le podcast de l'agence Supermind qui invite des entrepreneurs à venir échanger sur leur aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Moïse Fez, le fondateur de Homer Lobster. Salut Moïse. Salut. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi Homer Lobster et qui tu es ? Alors, Homer Lobster, c'est un concept de street food autour du lobster roll, du sandwich au homard et d'autres sandwichs de la mer, avec une base de pain brioché. Donc, je m'appelle Moïse Fez, j'ai 29 ans et j'ai monté le Homer Food Group. Donc, c'est un groupe de restauration street food un peu haut de gamme, où il y a Homer Lobster qui est le concept phare, il y a aussi Jeannette qui est le délicatessen, et il y a Maurice Café, le coffee shop. Et comment tu as commencé ? C'est quoi un peu ton histoire ? Alors, mon histoire, j'ai commencé, elle est très simple. À 18 ans, je voulais partir absolument aux États-Unis après le bac. Et pour certaines raisons familiales, je suis resté en France, j'ai fait une école hôtelière. J'ai appris la restauration sur le tas, j'ai bossé au Péninsula, je suis parti vivre à Londres où j'ai bossé chez Ducasse. Et pendant que j'étais à Londres, j'ai commencé à bosser sur ce projet de faire des sandwichs au homard. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai vu que personne ne connaissait les lobster rolls. Donc je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on va dire que j'ai enfoncé cette porte. J'ai fait des petits événements à gauche, à droite, le food market. Et février 2017, je fais mon premier food market. Août 2017, j'ouvre ma première cabane dans le BHV Marais, à l'aide d'un prêt étudiant. Janvier 2018, j'ouvre mon premier restaurant location-gérance rue Rambuteau. Après ça suit. Je suis le premier concept de street food à collaborer avec un palace parisien, le Royal Monceau. En juillet 2018, je gagne le championnat du monde de lobster roll à Portland dans le Maine, juste au-dessus de Boston. Septembre 2019, j'ouvre un deuxième restaurant à Saint-Germain, flop total, parce que c'est la période des grèves, des gilets jaunes. C'est suivi du Covid, et le Covid, ça a été un petit peu le loto, on va dire. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça a été un truc de malade. Tout le monde est à l'arrêt. Nous, au bout de 10 jours, on réouvre avec les livraisons. On faisait entre 500 et 700 clients par jour. Et c'est de là on s'est développé. On a ouvert sur le port de Saint-Tropez. On a ouvert dans le 16e. On a ouvert rue des Martyrs. On a ouvert à Beaugrenelle. On a ouvert à Vincennes. On a ouvert un autre concept. Donc, le deuxième concept qui s'appelle Jeannette. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et là, il y a 7 mois, j'ai ouvert le dernier petit concept, Maurice Café. C'est assez incroyable quand même ton parcours. Tu es présent du coup dans plusieurs villes et aussi maintenant à Dubaï et je crois bientôt à Londres, si je me trompe Exactement. pas. Et tu as commencé dans des restaurants, on va dire étoilés. C'est quoi ton idée quand tu t'es dit je vais partir dans la street food et pas bosser dans un restaurant ou ouvrir un vrai restaurant ? Justement, moi, quand je suis rentré à l'école hôtelière, je voulais vraiment apprendre la haute gastronomie. Parce que c'est une déduction mathématique. Je me dis, si tu apprends le très haut du panier, c'est plus facile de descendre que d'apprendre de la brasserie, de la street food. C'est beaucoup plus difficile de monter. C'est même impossible. Donc, je préfère démarrer d'en haut et ensuite descendre et adapter comme je veux. Donc, j'ai vraiment voulu apprendre à faire du gastro, du palace, du 3 étoiles pour ensuite sonder un peu le marché, voir ce que je veux faire. Je veux faire un restaurant tradi, pas tradi. Et c'est en voyageant que j'ai vu que la street food, c'est au cœur de tout. Ça y est pas du tout en France, parce qu'il y a 10 ans, le mot street food n'existe pas. On connaît fast food, on connaît McDo, on connaît Otakos, on connaît Big Fernand, mais le mot street food n'existe pas. Et je me suis dit, je veux faire ce que j'apprends dans les 3 étoiles en version street food, comme il y a à Londres, comme il y a à New York, comme il y a à Los Angeles. Et c'est comme ça que j'ai avancé, avec mon idée de faire de la street food haut de gamme. Ça a mis combien de temps pour développer un projet comme ça ? Je suis rentré à l'école en 2015, je commençais à bosser dessus. Toute l'année 2016, j'ai élaboré le concept de A à Z, le nom, la marque. À l'époque, je faisais que 2 sandwichs, donc les recettes des 2 sandwichs, le pain brioché. Et j'ai démarré février 2017, 1 an et demi. Et du coup, tu es devenu champion du monde de lobster roll. Ouais. Du coup de sandwich au homard. Ouais. Et il y a une anecdote que j'ai lue que je voulais savoir si c'était vrai, c'est que vous avez du coup caché des pains dans vos valises pour aller aux États-Unis pour importer de la bouffe. C'est vrai. En gros, je fais pas jusqu'à une semaine avant, je pensais qu'il fallait faire comme dans Top Chef, 3-4 lobster rolls pour un jury. Et ils jugent, ils nous départagent. Et en fait, pas du tout. Il fallait faire minimum 500 lobster rolls pour un jury anonyme. Et il y avait 2 jurys. Il y avait le jury organisateur qui sont des critiques gastronomiques et le jury qui est monsieur, madame, tout le monde qui a payé son ticket et qui vote. Et je me dis, OK, je fais pas le concours si j'ai pas mon pain. Parce que moi, c'est mon pain brioché qui fait toute l'histoire. Donc,
Et donc, on a envoyé, je me rappelle, 300 ou 350 pains par UPS. On avait déclaré que c'était des vêtements en urgence totale. Et l'autre moitié que j'ai mis dans mes valises. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ben c'est passé. Vous avez réussi à garder la conservation Ouais, des pains ben, on l'a envoyé. Je l'ai envoyé le jour où je partais. J'ai reçu le lendemain, mais c'était parfait. Timing Incroyable. parfait, ça bougeait pas. Tout était sous cellophane et tu nous voyais. Je te montrerai une photo au championnat du monde. On a des montagnes de brioches sous cellophane. T'as l'impression qu'on transportait de la drogue. C'était incroyable. C'est compliqué de monter un restaurant aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est compliqué pour plein de raisons, parce que de un, les financements ne se font pas comme ça aujourd'hui. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la gueule, donc on a du mal à faire confiance et on a du mal à se renouveler. Et aussi, c'est du mal de se lancer en restauration parce qu'on est dans une génération qui ne favorise plus l'essentiel. C'est-à-dire, on cherche tellement à faire vivre une expérience dans l'attitude, dans la vibe, dans le néon, dans la déco, qu'on en oublie qu'un restaurant, c'est un lieu où tu te restaures. C'est là où tu manges. Donc, le plus important, c'est ce que tu vas manger, ce que tu vas faire. C'est pas la vibe. La vibe va être en fonction de ce que tu vends. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se plantent ou ont du mal à entreprendre en restauration parce qu'ils prennent les choses à l'envers. Et c'est pour moi la grosse erreur. C'est quoi un peu l'expérience que tu as vécue en tant qu'entrepreneur Bah, écoute, à partir du moment où tu souhaites entreprendre, il faut savoir qu'il n'y a rien de facile. Personne n'est là pour te faire de cadeaux. C'était difficile mais enrichissant. Au début, par exemple, quand je voulais sécuriser une tonne de homards, tout le monde m'a fermé la porte jusqu'à que je trouve quelqu'un qui me dit « Ok, moi j'ai une tonne de homards, par contre tu payes au cul du camion. » Ok, mais faut la trouver cette personne. Faut appeler, faut se prendre des refus, faut la ringisse, faut se faire jeter, faut faire ça. J'ai fait un prêt étudiant, j'ai dû faire des faux papiers pour faire un prêt étudiant pour avoir 30 000 € pour financer une cabane. Tu vois, pareil, il faut le faire. Faut prendre le taureau par les cornes, faut prendre des risques. Mais après, c'est enrichissant. Ça n'a pas été facile. On n'a pas cru en mon concept au début. Mais pour moi, l'opportunité, je la voyais quand on ne connaissait pas, quand on ne savait pas ce que c'était un lobster roll. Le manque de cette connaissance-là, pour moi, c'était une opportunité. Alors que j'aurais très bien pu me dire, putain, mais personne ne connaît, pas me lancer dans un truc que personne ne connaît. Et en fait, non, pas du tout. Faut éduquer les gens. Je vais éduquer les gens. Faut avancer avec un plan A si tu veux. Il y a un plan A, il n'y a pas de plan B. Si tu avances avec un plan B, c'est que tu acceptes l'échec de ce plan A. Et c'est pas ma façon de penser. Donc j'ai vraiment. Après, ça marche pas. Mais on n'aurait pas pu dire que j'ai pas tout fait pour essayer. Donc c'est pour moi ce qui était important. Et comment tu t'es fait connaître quand tu as eu l'idée de faire des lobster rolls? C'était juste en allant à Belleville et en vendant et du coup avec la qualité de ton produit, ou tu as essayé de faire Tu vois, en allant à Belleville, c'est fou parce qu'on en parle aujourd'hui, c'était quand même il y a 8 ans, et on en parle en allant à Belleville, mais tu sais ce que j'ai fait pour aller à Belleville? C'est-à-dire, j'étais à l'école, je vois dans l'émission Très Très Bon, le Food Market, entre dimanche 13h et le jeudi 20h, j'ai contacté le Food Market plus de 150 fois. Avec des téléphones différents, en masqué. J'ai envoyé plus de 30 mails. Personne ne me répondait. C'était affolant. Jusqu'à que le mercredi, on me répond. Parce que j'ai quand même appelé plus de 100 fois. Et on me dit, oui, mais c'est pas comme ça, il faut envoyer des mails. Je dis, j'ai envoyé 30 mails. Donc, c'est pas arrêtez de me dire, il faut envoyer des mails. Je veux du concret, efficace. Comment je peux vous rencontrer? Je vais vous faire goûter mon produit. Non, mais c'est pas comme ça. Je dis, mais attendez, vous faites un événement demain? Oui, ok, rendez-vous demain. Et je l'ai pas laissé parler, j'ai raccroché au nez. Et le lendemain, je me pointe à l'accueil du Food Market. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Marie-Lou et Virginie. Virginie, je la connaissais pas. Et de là, ça s'est fait. Je leur ai raconté mon histoire. Elle me dit, ok, dans 2 semaines, rendez-vous au bureau, tu nous fais goûter. Et j'ai forcé le truc, si tu veux, jusqu'à que, sur le fait accompli. Donnez-moi ma chance, j'ai pas le choix. Et donc, tu vois, le Food Market, il y a une règle. T'as pas le droit de vendre à plus de 10 €. À cette époque-là, mon sandwich, il me coûte 12 €. 11,80 € ou 90. Oui, c'est du marketing. C'est un Tu me demandes un style d'investissement. Voilà ce que ça m'a coûté. De vendre à perte pour faire goûter mes produits. En plus de ça, tu devais louer, j'imagine, l'emplacement, non? Tu payes 5 ou 600 € l'emplacement. Je demandais à des gens de bosser avec moi et je perdais de l'argent, mais c'est pas grave. Je ne perdais pas, c'était de l'investissement. Et il faut pas le voir comme une perte d'argent parce que je vendais, au lieu de perdre 12 €, je perdais 2 €.
Voilà, comment il fallait penser. Mais je perdais pas d'euros, j'investissais 2 euros à chaque fois. Mon temps ne valait rien, je m'en fous, je comptabilisais pas mon temps. Ce qui m'importait, c'était d'avoir le retour. T'as goûté, comment ça se passe? C'est bon? Waouh, vas-y, mets-moi un deuxième. Ok, et est-ce que tu peux avoir envie de ça? Est-ce que le lendemain, on m'en parle, on me dit putain, j'en ai envie? C'est ça que je cherchais donc. Et si tu veux, j'ai démarré à Belleville, mais j'ai démarré à Belleville comme ça. Et ça a été les sacrifices et les problématiques que j'ai rencontrées pour aller à Belleville et pour démarrer de cette façon-là. Mais tu as été rentable au bout de combien de temps? J'ai été rentable dès le début. En food market, j'étais pas rentable puisque je perdais de l'argent. Quand j'ai ouvert ma cabane au BHV, j'ai commencé à être rentable puisque j'ai vendu à un prix normal. J'avais un business plan, j'avais mes food costs. Avant ça, c'était j'achète du homard, je le revends. Ouais, mais du coup, pour le consommateur, tu étais passé à un prix de moins de 10 euros. Ouais, mais j'étais personne. Quand je faisais le food market, on parle sur un pop-up, un événement. Là, j'ouvre mon chez moi. C'est-à-dire, si tu veux me retrouver, c'est là. Et ça a démarré comme ça. Et après, ben oui, au début, je me rappelle, j'affiche le menu au BHV, il y avait marqué, je faisais que 2 lobster roll et un grill cheese. Lobster roll, 17 euros. Aujourd'hui, il est à 20 euros en boutique, pour te dire. Donc, en 8 ans, on a augmenté de 3 euros avec tout ce qu'on a connu comme crise. Et 17 euros le sandwich, mais ça marchera jamais. Mais 17 euros. Mais je dis, mais c'est du homard. Ouais, mais c'est un sandwich. Je dis, mais c'est du homard. Il faut pas oublier, ok, un sandwich. Bon, alors dans ce cas, je vous donne du thon, si vous voulez manger chez moi. Et finalement, mais ça a pris. Ça a pris contre toute attente. Et ça a tenu dans le temps. Donc, et voilà. Et après, ben, il y a toujours eu un truc. Et je gagne le championnat du monde. Et après, je passe à la télé. Je fais une émission avec Cyril Lignac qui me rebooste. Et je fais ci et je fais ça. Et tous les ans, il y a un nouveau truc. Et le homard, c'est un produit de luxe, mais parce que c'est cher et rare ou parce qu'on n'a pas beaucoup en France? Ben, le homard, c'est un produit de luxe parce que tu l'as sur toutes les grandes tables. Tu l'as dans tous les gastros. Quand tu dis tu manges du homard, c'est à Noël. Donc c'est sur une occasion très particulière. Quand tu vas aux États-Unis, tu manges du homard. Tu manges un homard grillé. En France, je suis désolé, mais quand tu manges du homard, pour moi, c'est tout de suite, c'est nœud pape, c'est table blanche, c'est nappe blanche. Tu vois, c'est ça le homard en France. Et donc moi, j'ai voulu amener ce côté américain, mais avec ce côté un peu gourmet chic. Voilà, le pain brioché, c'est pas un pain de hot dog, c'est pas une montagne de mayonnaise, c'est bon, c'est goûtu, c'est travaillé et je lui ai apporté ce côté French touch, même si j'aime pas du tout ce mot, mais le but c'était de lui apporter ce côté un peu chic que j'ai appris dans mes expériences étoilées. Et du coup, tes homards, ils viennent d'où? Est-ce que tu as peur d'un jour d'avoir un problème d'approvisionnement de homards ou que les écologistes interdisent par exemple la pêche du homard ou l'importation de homards en France? Alors, bien sûr, la question s'est déjà posée, mais je vais même te dire mieux, je me suis déjà retrouvé dans ce cas-là. Alors, on n'a pas interdit la pêche du homard, mais suite au Covid, parce que on peut pas tout prendre sans rien donner. On m'a bien appris ça dans le business. C'est que il y a eu le confinement. Beaucoup de gens ont pleuré, beaucoup de gens ont souffert, et d'autres se sont enrichis. Et on peut dire qu'on a fait partie des gens qui ont réussi pendant le confinement. Donc, c'était la guerre. On était les seuls à travailler, c'était extraordinaire. Les 2 années, le 2020-2021 ont été extraordinaires. 2022-2023 ont été catastrophiques. Parce que il n'y avait pas de pêche de homard. Donc tu te rends compte, j'ai un concept monoproduit où ce monoproduit-là est en pénurie mondiale. De là, on sort les doigts du cul et on fait des nouvelles recettes. Donc j'ai développé les tunamels, j'ai développé les saumons fumés, j'ai développé le crabe, j'ai développé les crevettes. J'ai développé mon autre concept, Jeannette, qui est spécialisé dans la viande, dans le pastrami, dans le club sandwich, dans la dinde, dans le hot dog, dans le bœuf effiloché. Et là, j'ai développé le coffee shop. Donc je touche à autre chose que du homard. Ce qui, pour moi, aujourd'hui est important parce que je me diversifie. Donc c'est comme ça, si tu veux, que j'anticipe ce style de problème qui peut réapparaître demain. Aujourd'hui, voilà, on commence à revivre un peu une période de crise sur le prix du homard. On s'affole pas, on a nos stocks et on a un peu pas mis tous nos œufs dans le même panier. Du coup, tu passes de Mr Lobster à Mr Matcha apparemment? Ouais, ouais, Mr Lobster à Mr Matcha. Bon, le but c'est de toucher un petit peu à tout, mais c'est vrai que le coffee shop prend une ampleur énorme que j'ai sous-estimée. Alors, pour te dire, je bois que de l'eau. Donc, je peux prendre un peu d'alcool de temps en temps, je bois du vin ou un shot de tequila, mais c'est-à-dire, je suis jamais rentré à un Starbucks de ma vie, j'ai jamais bu de café de ma vie, jamais de matcha, jamais de chai, donc j'ai découvert un univers qui n'était pas le mien du tout. Mais j'ai surtout découvert un univers de besoins. Les gens ont un besoin avec ces boissons, avec le café, avec le matcha. C'est un besoin. Alors que moi, j'étais dans les concepts d'expérience. Homer Lobster, c'est un loisir.
n'as pas besoin de manger un lobster roll dans ta vie. Si tu viens pour te faire plaisir. Jeannette, c'est tu viens de faire une expérience. Tu as envie de te ressentir comme à New York, un peu ce que tu as vécu. Voilà. Maurice, c'est un besoin. J'ai des gens qui viennent tous les jours. Tous les jours. Comme d'hab, s'il te plaît. On m'a jamais dit comme d'hab. Tu vois, moi, j'ai pas l'habitude de voir tout le temps les mêmes gens. Donc, et c'est là où je me dis, bon, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose qu'on doit développer absolument parce que on a réussi en très peu de temps à toucher une quantité de gens énorme. Et voilà, tout est plus intéressant dans un coffee shop. Après, c'est pareil pour tout. Je vois énormément de coffee shops s'ouvrir. T'en as 2 par semaine qui s'ouvrent, mais t'en as aussi 2 par semaine qui ferment parce qu'un coffee shop, c'est bien, c'est accessible, ça te fait drainer du monde, mais il faut en faire des tickets. 5 balles, 5 balles, 4 balles, 5 balles, 6 balles, 7 balles. C'est-à-dire, si tu fais pas 400, 500 personnes par jour, 100 personnes, t'es pas si rentable. Hein. Ouais, et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite entre Jeannette, Maurice et Omar Lobster? La suite, déjà, la première chose, c'est d'essayer de rester là où on est. C'est d'essayer de garder cette qualité, d'essayer de garder cette image, d'essayer d'avoir un train d'avance, d'essayer de se remettre en question, d'essayer de faire des nouvelles choses pour pas que les concepts s'endorment. Parce que c'est bien beau de dire j'ai gagné le championnat du monde, c'est bien beau de dire mes sandwichs sont bons, mais comme tout le monde se lasse. Donc il faut se remettre en question sans dénaturer, il faut apporter de la nouveauté, il faut ce petit truc qu'on a toujours envie de venir, parce que ce qui est important, c'est quand tu dures dans le temps, après ça rentre dans les mœurs. Ça devient normal de... Moi aujourd'hui, il y a des gens qui me disent ouais, Omar Lobster, c'est notre kiff du dimanche. Quel kiff? Moi, c'était le McDo. Tu vois, donc, je dis pas qu'on est au niveau du McDo du tout, mais ça commence à rentrer dans les mœurs. Jeannette, ça ne l'est pas encore. Maurice, ça commence à l'être je te dis, de façon très explosive, à rentrer dans les mœurs. Ah, je vais prendre mon matcha et ma gaufre. Ah, j'ai mon egg muffin. Voilà. Donc, c'est là où je me dis, OK, faut que je développe Maurice à fond. Parce que là, j'ai quelque chose à faire et je le développe dans différents quartiers pour justement toucher plus de monde. Aujourd'hui, tu as une quinzaine de restaurants. Ouais. C'est quoi ton quotidien? Parce que j'imagine que tu n'es pas là à faire les matchas et après les lobster rolls. Donc, c'est quoi un quotidien? Quand il manque du staff, j'imagine que c'est passé par là. Mais... Mon quotidien, il faut savoir que je suis très sain. J'ai une vie assez saine. Déjà, je démarre toutes mes journées par du sport. Donc, c'est-à-dire, je me lève aux alentours de 8 heures. J'ai 1 heure pour me mettre à jour sur ce que j'ai raté sur les réseaux sociaux, faire mes mails, planifier ma journée, organiser par rapport à tous les rendez-vous que j'ai déjà calés. À 9h, 9h30, je vais au sport. J'ai 1 heure avec un coach tous les matins, du lundi au vendredi. Ça peut être la boxe, ça peut être du crossfit, ça peut être du renfo, de tout. Mais j'ai besoin de démarrer ma journée par du sport et ça me met dedans. Et de là, je me prépare là-bas et ensuite je démarre ma journée. Je démarre toujours par le Marais. Parce que mine de rien, c'est mon pôle majeur entre Omer, Jeannette et Maurice. Je fais un point, après soit je reste dans le Marais, soit je tourne dans les différentes boutiques, soit après dans l'après-midi je vais au bureau, j'organise mes calls, mes meetings. Et je peux même bosser de chez moi des fois parce que j'ai besoin d'être seul. Quand tu es au resto, tu montes, tu descends, même si j'ai des équipes de partout, y a toujours quelqu'un que je vais rencontrer, quelqu'un que je connais, quelqu'un qui a un rendez-vous pas prévu. Donc, je vais pas pouvoir vraiment être focus et me concentrer. Donc, voilà, ma journée va être tournée, mais surtout, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps pour moi, pour penser à la suite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelle nouvelle recette je peux amener? Tiens, on se fait un peu chier. Ce sandwich, j'avais pas kiffé. Comment je peux l'améliorer? Même scroller sur les réseaux sociaux. Je scrolle pas juste pour scroller. Je scrolle pour prendre des idées. J'ai pas l'occasion de voyager tout le temps. Donc, ça me permet de pouvoir un peu voyager juste avec mon téléphone. S'inspirer, ouais. Donc voilà, une journée type. Et si tu faisais pas ça, est-ce que tu as déjà imaginé ce que tu aurais pu faire? Un job de rêve que tu aurais pu faire? Ah non, mais je suis heureux. Ouais? Ouais, c'est-à-dire job de rêve. Pour moi, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était, tu vois, par exemple, quand on allait en vacances ou on allait dans des restaurants bondés de monde. Mon kiff, c'était pas d'aller dans ce resto, de me dire putain, j'ai la chance d'aller dans ce resto. Mon kiff, c'était de me dire putain, qu'est-ce que j'aimerais être ce mec-là là, qui charbonne, mais c'est blindé chez lui, il est convoité. On est dans un lieu convoité. Moi, j'aimerais être celui qui est convoité. Donc, si tu veux, mon travail du quotidien, mon rêve, c'était de créer quelque chose qu'on convoite. Donc, je te dis pas que j'ai réussi à 100%, mais je pense que le job is done, tu vois. On a réussi à faire quelque chose où on est quand même assez convoité pour ce qu'on fait. Donc je suis heureux. Pour l'or du monde, je change pas de métier. Je suis heureux. Tu as quand même un goal ultime dans tout ça? Partir aux États-Unis.
Ok. C'est mon goal depuis le début, c'est mon goal depuis que j'ai 7 ans. Quand j'ai passé mon bac, je devais aller aux États-Unis, je ne l'ai pas fait. Donc je me suis dit, je vais le faire par mon travail. Donc la finalité, c'est que je veux finir aux États-Unis. Parce que, écoute, il y a quelque chose là-bas qui m'attire plus qu'ailleurs dans le monde. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Ouais, ouais, je demande des conseils. Je suis personne pour donner des conseils, mais de ma petite expérience, c'est que faut rester focus. Il faut écouter les autres sans trop les écouter. Et il faut aussi se dire, bah voilà, comme je te disais tout à l'heure, il y a un plan A. Et mine de rien, quand tu es déter, quand il y a un plan A, c'est-à-dire tu ne te laisses pas la place au plan B. Maintenant, par la force des choses, on t'y amènera. Tu trouveras un plan B si vraiment il ne fonctionne pas. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas que tu avances en te disant, bon, j'ai plan A ou plan B. C'est, j'ai ce projet-là, je vais aller au bout. Et au moins, bah, on ne pourra pas me dire que j'ai pas essayé, mais j'ai été au bout de cette chose. Moi, c'était pas gagné du tout. Même mes parents ne croyaient pas que j'allais faire des lobster rolls. Ils m'ont dit, bon, mes profs d'école, ouah, sans doute il y a 20 balles. Personne, voilà, je te le dis, personne n'y croyait. Sauf que quand j'ai fait un food market, ça a été un carton. Le deuxième, encore plus un carton. Le troisième, on s'est dit, ok, bon, c'est sérieux. On se déplace pour nous. Et c'est là que j'ai dit, ok, on a quelque chose entre les mains. Et voilà, donc le conseil que j'ai à donner, c'est être focus. Mais surtout, c'est se remettre en question. Parce que j'ai remarqué beaucoup de gens que je peux connaître et pas connaître qui vont avoir une bonne idée. Le fait d'avoir eu la bonne idée peut les faire péter plus haut que leur cul. Mais sans le vouloir, c'est-à-dire sans le savoir. Ce ne sont pas des gens prétentieux, ce ne sont pas des gens sûrs d'eux. Mais genre, moi, c'est ouais, j'ai ça, donc on va faire comme ça. Non, mais reste focus sur ça. Reste focus sur ça. Et il ne faut pas oublier de quoi tu démarres et comment tu démarres, mais rester focus. Et c'est le plus important. Et il faut prendre son temps aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'exciter à la première occasion. Faut pas... Je te dis ça, je suis le mec le plus impatient du monde. Mais j'ai appris avec le temps que... Voilà. Faut prendre le temps, faut bien analyser et être focus. Pour moi, c'est des clés dans l'entrepreneuriat parce que... Attention, il faut savoir aussi enfoncer une porte. Parce que quand tu entreprends, on te dit, il y a de la chance. Alors, le facteur chance, il existe, mais il existe que si tu vas la chercher. C'est-à-dire, si tu restes assis, tu l'attends, elle viendra pas. Elle viendra que si tu vas chercher la chose. Moi, je suis le style de mec à me forcer à aller dans un endroit où j'ai pas envie d'aller, mais je sais que je vais pouvoir croiser des gens qui peuvent m'intéresser, mais pas pour le moment. Mais voilà. On sait jamais. Eh ben, c'est comme ça que j'ai rencontré le président Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire en connectant un truc ancien. Mais je te parle du président, je te parle de tellement d'autres gens incroyables. J'ai servi Michael Jordan, mais en forçant le destin. J'ai cuisiné avec des chefs étoilés extraordinaires. Je me suis retrouvé à faire des trucs de fou que j'aurais jamais pu penser, juste en trouvant une porte et en mettant une idée sur la table. Tu vois, c'est tout bête, mais un jour, j'appelle mon attaché de presse, avec qui je suis depuis 8 ans. Je lui dis, écoute, mon rêve, c'est de faire Top Chef. Il me dit, quoi, tu veux être candidat? Je dis, non, pas du tout. Je fais mon épreuve. Et tu vois, quand t'as Pierre Gagnère qui rentre, tu vois, quand t'as Éric Fréchon qui rentre, ben moi, je veux rentrer comme ça. Alors que j'ai conscience que je suis personne. Il faut savoir s'entourer. Et le fait d'y croire, j'y crois tellement. Moi, je considère que je suis quelqu'un. Mais dans ma tête, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, pour moi, j'ai créé quelque chose, j'estime. Première année, non. Deuxième année, non. On m'a dit, c'est bon, t'as ton épreuve dans Top Chef. Et voilà, c'est la deuxième année consécutive. Mais tout ça est né d'une folie, d'une idée que j'ai mise sur la table. Donc, oui, c'est un coup de cul. Peut-être ça se trouve, si on n'en avait pas parlé, ça serait jamais arrivé. Mais le facteur chance, il vient quand tu vas le chercher. Voilà. Donc, c'est ça un peu les petits advice que je peux donner. Et si c'était à refaire, si cette expérience-là, c'était à refaire, est-ce que tu le referais de la même manière? Écoute, j'essaye de me repasser les 8 ans en arrière. Ouais, il y a peut-être une ou deux choses qui sont mineures que j'aurais peut-être pas refait. Comme ouvrir à Marseille, même si je vais me faire insulter si on voit cette vidéo, mais non, je n'ouvrirai plus à Marseille. Non, je t'explique qu'il n'y a pas d'échec pour moi, il n'y a que des leçons. Parce que on ne peut pas tout réussir. Alors, si quelqu'un réussit tout, tant mieux pour lui. Mais moi, on m'a dit, ouais, tout réussit. Voilà, récemment, on m'a dit, putain, incroyable, tout réussit. Non, tout ne me réussit pas, déjà, je me bagarre. Mais il faut savoir une chose, c'est que
j'ai une mentalité, c'est que quand je fais une erreur, tu vois, tout à l'heure on parlait d'exigence, quand je fais une erreur, pour moi, je ne m'autorise pas à faire 2 fois la même. Donc je fais une erreur, très bien, je l'ai fait, que ça me sert de leçon, puisque je l'ai faite pour pas la refaire. Donc on te dit tu payes pour apprendre par exemple, voilà, moi quand je fais une erreur, j'ai payé, j'ai fait une erreur. À vie, je la referai plus. Donc non, puisque toutes les erreurs que j'ai pu faire m'ont servi de leçon et je les ai pas reproduites derrière. Et tu sais, quand on te dit le savoir est une arme, c'est vrai. L'expérience, c'est le seul truc qui s'achète pas. C'est obligé de le vivre. Mais comme quand tu recrutes quelqu'un, quand tu veux recruter un manager, un directeur, en vrai, il y a un nom sur le papier et il y a l'expérience qui parle. Et c'est là où tu vois tout de suite la différence de profil. Merci Moïse d'être venu nous voir. Merci. Et on te retrouve du coup chez Homer, Maurice ou Ou Jeannette. Jeannette. Et peut-être aussi sur Top Chef. Yes. À bientôt. À bientôt. Merci.